Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement à Laurent Blanc. Alors vous voyez le titre de la vidéo, Laurent Blanc stop ou encore. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis plutôt dans la défense de Laurent Blanc, donc vous ne serez pas surpris de ma conclusion. Mais je ne vais pas me voiler la face et aborder les sujets qui peuvent peut-être amener certains à conclure que Laurent Blanc ne doit pas rester à la tête de l'équipe. Alors déjà, je vous remercie beaucoup à tous, puisque le nombre d'abonnements ce mois-ci a été spectaculaire. On approche des 900, 896 au moment où je fais la vidéo. Donc je vous remercie infiniment et comme je le dis souvent, si vous aimez la chaîne et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Alors fini la pub et donc passons au sujet du jour. Alors vous le savez, John Textor a confirmé Laurent Blanc, mais pouvait-il faire autrement dès lors qu'il restait 4 matchs et qu'on était encore en course pour la qualification européenne? Donc il ne pouvait pas dire non, Laurent Blanc il ne va pas rester, ou alors on décidera ça en fin de saison, ce qui en général veut dire qu'il ne va pas rester. Donc la parole de Textor, elle vaut ce qu'elle vaut. On se doute bien aussi que si y a un nouveau directeur sportif, peut-être ce directeur sportif voudra nommer son propre entraîneur avec une philosophie de jeu identifiée, ou alors tout simplement que Laurent Blanc n'aura pas envie de travailler avec cette personne. Il faut savoir que même si Laurent Blanc pour le moment n'a pas eu beaucoup de pouvoir, puisque la plupart de ses demandes n'ont pas été satisfaites, je pense que son envie pour cet été, c'est de vraiment peser sur le mercato, d'obtenir ce qu'il veut, parce que lui, je pense, c'est quelqu'un de fier, et donc il a envie de réussir avec l'Olympique Lyonnais pour sa réputation. Et s'il se retrouve avec un directeur sportif qui lui dit ah bah tiens, tu veux tel joueur mais moi je suis pas d'accord, non je veux un tel joueur et Laurent Blanc n'en veut pas, évidemment Laurent Blanc il est capable de dire bon bah écoutez les mecs, on m'empêche de bosser comme je veux, donc je me tire. Actuellement Laurent Blanc, c'est vrai, il n'a pas eu beaucoup de pouvoir, mais je pense qu'il en veut. Et donc si on a un directeur sportif qui est trop interventionniste et qui ne lui laisse pas faire, on va dire globalement ce qu'il veut, je pense que Laurent Blanc peut claquer la porte. Bon, on va se mettre dans une situation un petit peu différente, de se dire, dès lors que tout le monde travaille en harmonie et en bonne intelligence, est-ce que Laurent Blanc doit rester à la tête de l'Olympique Lyonnais? Donc je vais développer deux parties, ça paraît clair, donc ceux qui milite pour le fait que Laurent Blanc reste, et puis ce qui pourrait faire qu'il parte au-delà de son envie personnelle. Alors dans le sport pro, évidemment, on est jugé par rapport à ses résultats, notamment un entraîneur, ce qui paraît logique. Et donc, si on veut avoir une vision, on va dire, correcte de Laurent Blanc, eh bien, il faut regarder ses résultats et surtout les comparer par rapport à ce qu'on avait avant. Et évidemment, ce qu'on avait avant, c'était Peter Bosz. Vous connaissez mon amour immodéré pour Peter Bosz. Et donc, on va regarder un petit peu sur le plan statistique si Laurent Blanc fait mieux que Peter Bosz. Alors, je précise Peter Bosz de cette saison. Je pense que on ne peut pas comparer avec deux effectifs totalement différents. Là, l'effectif, il est le même s'il était quelque peu remodelé cet hiver. Donc, je vais prendre Peter Bosz 2022-2023 et Laurent Blanc sur la même période. Vous allez voir que les chiffres, globalement, évidemment, démontrent que Laurent Blanc fait beaucoup mieux. Alors, j'ai fait à droite le tableau des prestations de Peter Bosz, qui a fait 10 matchs cette saison. Sur ces 10 matchs, il a pris 1,4 points en moyenne, ce qui évidemment est notoirement insuffisant. Moyenne de buts marqués 1,7, moyenne de buts encaissés 1,2. Mais évidemment, ce qui a provoqué sa chute, ce sont les 5 derniers résultats de sa présence, c'est-à-dire 4 défaites et un match nul. Ça pique les yeux, d'autant que sur cette série de matchs, on ne marque que 3 fois en 5 matchs, et je me rappelle notamment du match à Lens qui avait été absolument calamiteux. Je crois que dans ce match-là, on a 0,1 XG, si je me souviens bien. Et juste avant la trêve internationale, un pauvre match nul 1-1 à domicile, à nouveau très décevant, et Lacazette qui le défonce en interview. Donc Peter Bosz débarqué, et vous voyez que quand Laurent Blanc arrive ici,
il fait 5 matchs, alors face à des adversaires très compliqués, hein, Rennes, Lille, Marseille, Nice. Eh ben, il fait pas mieux, 1,4, mais 1,4 avec une équipe démoralisée, en conditions physiques tout à fait précaires. Donc, à la limite, battre Lille et Montpellier à l'extérieur en plus, dans ces conditions-là, c'était presque miraculeux. Ne pas se faire défoncer par Rennes et par Marseille, là aussi, c'était presque miraculeux. Bon, Marseille qui à ce moment-là était en difficulté aussi. Bon, rappelez-vous le but de Gigot sur corner. Le match avait été immonde et dans cette immondice globale, on n'était pas franchement mieux. Donc la trêve de la Coupe du Monde intervient ici. Et donc Laurent Blanc, grosse préparation physique. En attendant le mercato de janvier, donc ce qui pouvait quand même nous donner un petit peu d'espoir parce que on se dit une équipe en meilleure forme physique, un mercato bien senti, peut-être qu'on peut relancer la machine. Alors on commence bien, hein, le match à Brest vraiment superbe, avec notamment un très très bon match de Toko Ekambi et de Maxence Cacré. Et puis derrière, trois déceptions, hein, clairement. La défaite à domicile face à Clermont, un match nul à Nantes, match assez abominable où les deux coachs ne voulaient surtout pas perdre, et ça a été le cas. Et défaite à domicile face à Strasbourg. Alors, défaite, mais si on se souvient bien, quand même, le contenu était très bon. C'était vraiment un grand manque de réussite dans ce match. Bon, néanmoins, les résultats sont ce qu'ils sont. Donc 4 matchs avant les matchs retour. Et donc c'est vrai que sur les matchs retour, là, on voit ici dans la colonne des défaites qu'en 17 matchs retour, seulement 3 défaites. Alors, évidemment, celle-ci fait très mal à Clermont, mais seulement 3 défaites, des matchs nuls, mais quand même énormément de victoires, puisque sur 17 matchs, 10 victoires. Ce qui fait que si l'on fait donc les moyennes de points, donc vous vous souvenez, Peter Bosz 1,4 sur ses 10 premiers matchs. Donc j'ai fait 3 calculs. Donc le calcul sur les matchs retour. Donc vous voyez qu'on est à 1,94 buts par match, 1,24 encaissés, ce qui à mon sens reste encore beaucoup trop, mais 2 points par match, ce qui en général vous permet d'être dans le top 3 assez tranquillement. Depuis la trêve, donc avant les matchs retour, 1,81 points par match, 1,81 buts. Alors ce qui s'est passé entre la trêve et les matchs retour, c'est évidemment le mercato d'hiver. Alors ce mercato d'hiver, il a permis de ramener Dejan Lovren, mais surtout d'écarter de l'équipe beaucoup de joueurs, on va dire, qui soit se sentaient mal, comme Romain Fèvre, comme Karl Toko Ekambi, ou des joueurs qui visiblement plombaient le vestiaire. De toute façon, Laurent Blanc estimait que son effectif était trop important, qu'il fallait écarter beaucoup de joueurs, notamment des vétérans, et donner la place aux jeunes. Alors on voit qu'au final, cette stratégie, alors est-ce qu'on peut dire qu'elle a été payante? Parce que finalement, on est passé de la 8e place à la 7e place, donc ça on ne peut pas dire qu'on ait fait un bond extraordinaire, mais quand même, on arrive à 2 points par match avec une défense K1K, hein, que ce soit les latéraux, les défenseurs centraux, même si Lovren globalement était plutôt bon, et un milieu de terrain vraiment très très moyen, et des joueurs offensifs, notamment Ryan Cherki, très très irrégulier. Ryan Cherki, Amin Sarr, Jeffinho, etc. Heureusement que Lacazette était là, que Barcola s'est développé. D'ailleurs, c'est la plus grande réussite de cette deuxième partie de saison, c'est l'éclosion de Barcola qui a pu se faire parce que Tété et Karl Toko Ekambi ont été sortis de l'équipe. Si on prend l'ensemble des matchs donc coachés par Laurent Blanc, donc 26 matchs, on est à 1,73, ce qui est insuffisant. 1,69 buts, ce qui est vraiment très très peu, mais vous voyez que par contre en défense, on reste toujours à 1,24. Donc ça, c'est un petit peu un souci et un des points principaux d'amélioration pour la saison prochaine. Moi, personnellement, je trouve que c'est injuste de mettre l'ensemble des matchs, parce que si on reprend, donc on inclut forcément ces matchs-là, faut voir quand même dans quel état était l'équipe. Donc depuis la trêve, ça me paraît être quand même l'indicateur le plus pertinent. Donc depuis la trêve, 1,81, et donc sur les matchs retour, 2. Il reste 2 matchs au moment où je fais la vidéo. Bon,
va dire, on va se situer aux alentours de 2 points, ce sera peut-être 1,90. Mais je trouve que Laurent Blanc, de ce point de vue-là, son arrivée a fait du bien à l'équipe, ne serait au moins sur le plan des points pris par rapport à Peter Bosz et ses 1,4 points. Alors, ce qui me plaît avec Laurent Blanc, c'est que contrairement à Peter Bosz, il ne fait pas un football totalement saugrenu, totalement ridicule, où on faisait défendre haut des gars qui sont lents, où on faisait défendre haut l'équipe avec un pressing qui était inefficace, donc forcément vous preniez des vagues. Et donc évidemment Laurent Blanc, lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a été un grand joueur, qui est un grand entraîneur et qui a une notion de ce que sont les équilibres collectifs. Et donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il semble, en tout cas c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, être très respecté par les joueurs. En témoigne notamment l'interview de Ryan Cherki que j'ai cité donc dans le débrief du match contre Monaco. En tout cas, bon, on sent que, en tout cas, il n'y a pas de pétage de plomb, il n'y a pas de déclaration à l'emporte-pièce de la part des joueurs. On sent que c'est lui le boss. Alors, ce qui a un point positif, c'est que, on va dire, l'équipe semble aller vraiment dans le même sens. Mais évidemment, pour lui, c'est qu'il sera comptable de toutes les réussites, mais aussi des échecs. Ce qui me plaît également, contrairement à Peter Bosz, je suis désolé de faire référence à Peter Bosz, mais on parle des entraîneurs de l'OL, et cette saison, il y en a eu 2. Ce qui me plaît, c'est qu'il ne vend pas du rêve. Peter Bosz est arrivé en parlant de jeu offensif et attractif. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Et on a fini 8e avec lui. Et sa fin de règne a été absolument calamiteuse. Donc au moins Laurent Blanc, lui, il dit clairement, c'est quelqu'un quand même qui a une grande expérience, qui, comme je l'ai dit, est très riche. Son contrat au Paris Saint-Germain a fait qu'il pourrait même arrêter de bosser. En gros, s'il est là, c'est parce qu'il aime le foot et il a envie d'entraîner. Donc il est en roue libre, il dit vraiment ce qu'il pense, et notamment pour remettre un petit peu à leur place certains joueurs qui parfois sont un peu encensés de manière excessive par les médias. Donc lui, il ramène tout ça à un niveau clair. D'une certaine manière, quand il dit l'Europe s'est râpée, ça ne me plaît pas parce que, on va dire à ce moment-là, c'est pas totalement râpé, mais il connaît son effectif et il sait très bien qu'un match comme celui de Clermont, ça peut arriver, même si pas mal de supporters attribuent la défaite à Clermont à Laurent Blanc. Ce qui me plaît également, c'est que d'une certaine manière, l'image de Laurent Blanc, du mec qui s'en fout un peu, ça a des inconvénients évidemment, parce que notamment dans les défaites, on le trouve un peu détaché, donc on a l'impression que ça ne l'atteint pas. Mais quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, ce détachement, cette distance fait que finalement il n'a eu de préjugés sur aucun joueur. Donc il a essayé tous les joueurs de l'effectif. Quand il arrive, il refait jouer Boateng, il fait jouer Aouar, il fait jouer Thiago Mendes, etc., etc. Et il se rend compte que ces mecs-là n'ont plus le niveau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il les a cloués sur le banc. Donc moi je trouve que c'est très bien parce que ces mecs-là, c'est quand même des gars qui ont atteint un très très haut niveau. Et on aurait pu penser qu'avec un coach qui leur faisait confiance, peut-être qu'ils allaient se remettre en état de marche, et on a bien vu que ce n'était pas le cas. Mais au moins, il leur a donné leur chance. Il n'est pas arrivé avec des préjugés. Alors il a peut-être des préjugés sur les jeunes, notamment sur Barcola, il l'a reconnu lui-même. Mais il a donné sa chance à tout le monde. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est très bien. Tous les mecs ont eu leur chance, il y en a qui ont su la saisir, il y en a qui ne l'ont pas saisie, et désormais, il croupit sur le banc. Il a su aussi reconnaître ses erreurs. Par exemple, il apprécie énormément Amin Sarr à l'entraînement, sur son investissement, mais il se rend bien compte qu'actuellement, ce joueur en match n'apporte rien. Donc, il a décidé tout simplement de le mettre de côté. Ça interroge peut-être sur l'avenir d'Amin Sarr à l'Olympique Lyonnais. Donc cette distance, cette manière, on va dire, très détachée d'aborder le foot, fait que il n'a pas de préjugés, il regarde ce qui se passe, il regarde son effectif, il voit les forces, il voit les faiblesses, il voit les insuffisances,
Et il en a parlé dans sa dernière conférence de presse. Je pense qu'il sait où il veut aller avec cette équipe, il sait comment l'améliorer, mais après, il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas, ce sont les finances, la vision du club. Par exemple, quand on lui parle de Ryan Cherky pour la saison prochaine, il dit clairement je ne sais pas ce que le club veut faire avec Ryan Cherky. Est-ce qu'il veut le vendre? Est-ce qu'il veut le conserver? Est-ce qu'il veut le prolonger? Ça, il ne sait pas. Donc en fait, lui, je pense qu'il sait exactement, maintenant je pense qu'il connaît très très bien son équipe, il connaît très très bien ses joueurs, il connaît leurs qualités, il connaît leurs faiblesses, et donc je pense qu'il sait vraiment vers quoi il veut aller. Alors on comprend bien que c'est une équipe plus expérimentée, une équipe aussi moins imposante en termes de nombre, parce que quand vous avez beaucoup de joueurs, c'est difficile de faire jouer tout le monde, même avec les 5 changements. N'oublions pas que la saison prochaine, pas de Coupe d'Europe, 18 clubs, ça veut dire 4 matchs en moins dans l'année de championnat, donc il y aura le championnat, la Coupe de France, donc si vous avez un effectif trop important, vous avez des types qui sont démoralisés. Donc moi je pense que la base de l'effectif l'année prochaine, ça doit être une équipe plus expérimentée, plus physique, et les jeunes joueurs, pour faire le nombre, tout simplement, à l'Olympique Lyonnais, on a donné beaucoup trop de responsabilités à des jeunes joueurs, et on voit que sur le long terme, pour le moment en tout cas, ça n'est pas très efficace. Apporter également à son crédit le fait d'avoir su gérer Corentin Tolisso sur le plan physique. On sait que Corentin, c'est quelqu'un qui a un talent exceptionnel, qui a des capacités vraiment hors du commun au milieu de terrain, mais qui évidemment a connu beaucoup de blessures. Et je trouve que justement, il a parfaitement su le ménager, l'utiliser, et on voit Corentin Tolisso, alors qu'il n'est pas excellent à tous les matchs, mais qui en tout cas fait les matchs complets, est très peu absent sur blessure sur cette fin de saison. C'est un joueur quand même qui a encore moins de 30 ans, donc je veux dire, pourquoi ne pas imaginer un Corentin Tolisso qui, ayant pris confiance sur son physique parce qu'il a pu jouer quasiment tous les matchs complètement de la fin de la saison, se remette vraiment en super condition l'été prochain et nous fasse une saison de feu la saison prochaine. Moi, ça ne me paraît pas fou de l'imaginer, en tout cas, je l'espère et je l'appelle de mes voeux. Il a su aussi donner confiance à Maxence Cacré qui a fait un début de saison très 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 compliqué. Et rappelez-vous de cette conférence de presse où Laurent Blanc dit Maxence Cacré, c'est quelqu'un qui peut mettre 10 buts par saison. Alors moi je ne pense pas que Maxence Cacré puisse mettre 10 buts par saison, mais en tout cas il peut créer une dizaine de buts, c'est lui le meilleur passeur de l'équipe. Et en plus on le voit mettre des buts. Donc ça c'est important, Maxence Cacré c'est quelqu'un qui il y a 3-4 mois on se demandait comment ça se fait qu'il était titulaire, tellement il était inefficace. Et Laurent Blanc a su au moins lui donner confiance. Et je pense que si on garde Laurent Blanc, on aura un bon Maxence Cacré. Il gère selon moi parfaitement Ryan Cherky en ne lui faisant pas de cadeaux. Enfin, et c'est là-dessus qu'il est extrêmement critiqué, Laurent Blanc, c'est de dire que c'est un coach du passé, que ce serait un coach qui a eu son heure de gloire il y a 7-8 ans, que le jeu a évolué et que lui n'a pas évolué. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace énormément parce que c'est le contraire de ce qu'on voit sur le terrain. Je vais vous montrer une stat qui va peut-être vous surprendre, mais qui pourtant est la réalité. Et vous allez voir que l'Olympique Lyonnais est loin d'être une équipe qui joue un football passéiste. Alors, le compte DataFoot, qui est vraiment très très intéressant, puisque il fournit des statistiques que l'on trouve uniquement sur Opta, mais lui, donc, il les compile et il les publie. Et il a publié une infographie de l'intensité défensive dans le camp adverse sur l'année 2022, enfin sur la saison 2022-2023. Donc, vous voyez, c'est les données d'Opta, qui est vraiment le site référence pour les statistiques de foot. Et en fait, on nous a pris donc les équipes des 5 grands championnats. Et on a regardé quelle était l'équipe qui récupérait la balle dans le camp adverse. Et ici, on a le nombre de passes de l'équipe adverse. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, vous allez presser dans le camp adverse et l'équipe d'en face a le temps de faire, par exemple, 8,6 passes avant que vous récupériez le ballon. Ce qui dénote donc un pressing très haut et une grosse agression
sur les défenseurs ou les milieux de terrain adverses. Et qu'est-ce que l'on constate? Que vous avez ceux qui sont faibles et ceux qui sont moyens, comme par exemple l'OGC Nice qui est moyen, et l'élite, donc les top 10%. Et on se rend compte de quoi? Donc je vais agrandir le graphique. On se rend compte dans ce graphique que l'Olympique Lyonnais est la meilleure équipe des 5 grands championnats avec l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, on remarque qu'il y a quand même pas mal d'équipes de Ligue 1 qui font ça. Mais vous voyez qu'on est devant le Bayern Munich, devant le Barça, devant le Napoli, devant Wolfsburg, bon, évidemment devant le PSG, ça n'être personne, mais même devant Lens. Donc vous voyez quand même que l'Olympique Lyonnais caracole en tête avec donc l'Olympique de Marseille, et l'adversaire peut faire 8,6 passes en moyenne avant que nous récupérions le ballon dans la zone adverse. Ce qui veut dire que le football dépassé de possession que l'on accole à Laurent Blanc, et c'est totalement faux. L'OL a un pressing extrêmement haut où il récupère énormément de ballons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant longtemps, Maxence Cacré et Johan Le Penant étaient alignés très très haut. C'était pour exercer ce fameux pressing. Le problème, c'est que si on récupérait la balle très haut, malheureusement, on la perdait parce que Cacré et Le Penant avaient une qualité technique extrêmement moyenne. Mais en tout cas, les intentions sont là. Après, si vous remplacez ces deux joueurs par des joueurs qui ont du pied, alors Maxence Cacré en a, et il l'a démontré sur les matchs récents, eh bien je pense qu'effectivement on peut avoir une équipe extrêmement protagoniste. Donc je tenais vraiment à montrer ce graphique parce qu'il m'avait marqué. Mais moi je l'avais déjà noté depuis longtemps, hein. J'ai pas attendu ce graphique pour me convaincre de cela, mais l'OL est une équipe qui pratique un football moderne, un football conquérant. Le problème, c'est dans l'utilisation du ballon, et là effectivement il y a un vrai souci. Mais en tout cas, vous voyez, les intentions sont là. Et ça, évidemment, c'est pas un site de l'OL qui fait ça, c'est les données d'Opta. Et donc, voilà, ça démontre quand même qu'il y a de vraies intentions. Alors, dernier point qui, pour moi, milite pour le maintien de Laurent Blanc, c'est que tout simplement, je trouverais ça assez dégueulasse d'avoir appelé Laurent Blanc, quand même un grand monsieur du foot français, au chevet de l'Olympique Lyonnais en cours de saison, de ne pas lui avoir donné un mercato d'hiver à la hauteur de ce qu'on lui a promis, attention, de ce qu'on lui a promis, et de le dégager avant qu'il ait pu réellement participer à un mercato, qu'il ait eu le temps pendant 1 mois et demi de préparer son équipe, de penser son équipe. Donc moi j'estime qu'il mérite une deuxième chance, et si effectivement la saison prochaine n'est pas bonne, là il y aura 0 excuse. Alors après ça dépend le mercato, mais je veux dire, voilà, si on lui donne les clés du camion et qu'il met ce camion dans le mur, là je suis d'accord pour qu'il parte. Mais je trouve que pour le moment, dans des conditions extrêmement difficiles, un effectif mais qui est hyper mal foutu, je trouve qu'il a vraiment fait le job. On va passer maintenant aux éléments qui pourraient militer pour un départ de Laurent Blanc. Alors comme je l'ai dit, effectivement, un nouveau directeur sportif pourrait changer la donne, soit parce qu'il veut imposer son style de jeu avec son entraîneur, ou tout simplement parce que, on va dire, les relations de travail avec Laurent Blanc, elles vont commencer très tôt, hein. Je pense que dès le début du mois de juin, si le directeur sportif est nommé, les deux hommes vont commencer à échanger, et si Laurent Blanc voit qu'il n'a pas les marges de manœuvre qu'il espère, il peut très bien partir. Donc ça peut tout à fait procéder à son départ, donc lui par lui-même, ou tout simplement que le directeur sportif choisit une autre personne. Mais bon, moi je trouverais ça, comme je l'ai déjà dit, vraiment incorrect d'avoir appelé Laurent Blanc et de le dégager moins d'1 an après sans lui avoir donné un mercato complet, une préparation d'été complète pour mettre en place son équipe. Deuxième chose qui, on va dire, pourrait présider au départ de Laurent Blanc, c'est la relation aux supporters. Et il faut dire que Laurent Blanc, à plusieurs reprises, a mis en cause les supporters. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Alors parfois, on ne doit pas dire exactement ce qu'on pense, hein. Il vaut mieux faire un petit peu de diplomatie. Et à plusieurs reprises, il a critiqué les supporters. Et on le sait, les supporters de l'Olympique Lyonnais, désolé, bouchez-vous les oreilles, sont un peu susceptibles. Alors certains me disent,
Non, on n'est pas susceptible, ça fait des années qu'on nous vend de la merde, on nous prend pour des cons, on continue d'aller au stade, on continue de payer nos abonnements télévisuels, on achète des goodies, et en même temps, on nous donne vraiment pas ce qu'on veut sur le terrain, et en plus, on nous dit que on nous critique. Bon, alors ça, je l'entends, mais je pense aussi qu'on peut entendre certaines critiques, et certaines critiques me paraissent fondées. Par exemple, quand Ryan Cherki est sifflé avant même le début d'un match, je trouve qu'on va trop loin. J'ai déjà dit ce que je pensais sur le traitement qui a été réservé à Karl Toko Ekambi, que j'ai trouvé excessif. Les supporters viennent de s'enchaîner 4 saisons où on finit 7e, 4e, 8e, 7e, et que avec le 3e budget ou 4e, ça dépend comment on traite Monaco, c'est inacceptable. Les grands rendez-vous européens, une année de plus, on ne va pas les avoir. Donc, d'une certaine manière, certains disent on est même trop gentil par rapport à d'autres supporters, notamment ceux qui ont envahi la commanderie. Donc, je ne vais pas trop me permettre de critiquer les supporters parce qu'effectivement, ceux qui font les déplacements, qui vont à Clermont et voient un match ignoble, qui vont à Nantes et voient leur équipe concéder la seule victoire de Nantes sur leurs 15 derniers matchs, c'est contre nous. Donc bon, évidemment, ça je le comprends. Mais donc c'est pour ça, je pense aussi que parfois il a été maladroit. Je trouve que parfois la manière dont il a expliqué les défaites n'était pas du tout plaisante. Je trouve aussi que parfois il s'est un peu réfugié derrière la jeunesse de l'effectif. Je pense que la jeunesse de l'effectif est un problème, mais parfois il s'en est un petit peu trop servi. Donc c'est vrai que sa com, parfois, elle a un peu agacé. Il y a la com, mais il y a aussi le comportement. C'est vrai que Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui est plutôt tranquille, qui s'énerve pas, qu'on trouve toujours assez stoïque le long du terrain. C'est un peu l'anti-Rudy Garcia d'une certaine manière. De ce point de vue-là, il est assez proche de Peter Bosz dans le comportement. Et c'est vrai que cette manière d'être un peu trop cool, parfois ça énerve les supporters et parfois ça parfois ça peut apporter une certaine sérénité au groupe, mais parfois ça peut aussi endormir le groupe. Et c'est vrai qu'il a été dit que par exemple pour le match de Nantes, qui était vraiment le match de l'année, le match en Coupe de France à Nantes, qui était le match de l'année, il n'y a pas eu de mise au vert, il a voulu dédramatiser l'importance du match, etc., etc. Et cette manière finalement d'aborder le match peut-être a fait que les joueurs ne sont pas allés dans un esprit guerrier. Donc peut-être qu'avec une mise au vert, avec un discours très solennel, une concentration forte, peut-être aurait-on produit autre chose. Je n'en sais rien, j'essaye de ne pas faire du foot fiction. Mais en tout cas, à l'intérieur du club, il a été reproché à Laurent Blanc de ne pas avoir assez sacralisé le match à Nantes. Lui, il a voulu le faire pour décontracter les joueurs, et de ce point de vue-là, il s'est planté. Il a rappelé Thiago Mendes au milieu de terrain, avec Tolisso, avec Cacré, donc une équipe très défensive, et souvent il a fait ça. Moi je comprends pourquoi il fait ça, c'est-à-dire que lui, il veut d'abord gagner et ensuite faire du beau jeu, et beaucoup de supporters n'acceptent pas ça. Ils veulent le beau jeu en partant du principe que le beau jeu vous amènera à la victoire. C'est un débat philosophique dont on ne se sortira jamais dans le foot. Donc cette frilosité, certains supporters, ça les agace. D'autant que j'ai entendu beaucoup dire « Ah mais regardez, quand on passe en 4-2-3 », d'ailleurs moi-même je le dis, donc je m'inclus dans les supporters qui font ce reproche. Regardez le 4-2-3-1 contre Monaco, on leur met une branlée, on a plein d'occasions, etc. Oui, mais ça a marché contre Monaco, qui est une équipe en difficulté. Rien ne dit que ça aurait marché à Nantes ou que ça aurait marché à Clermont. On n'en sait pas, c'est du football fiction. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui lui est reproché. Je le comprends jusqu'à un certain point, mais c'est vrai que à de nombreuses reprises, d'ailleurs je le disais dans mes vidéos d'avant-match, j'espérais quelque chose de plus ambitieux pour l'Olympique Lyonnais, et de ce point de vue-là, Laurent Blanc, parfois il a été trop frileux, mais je pense que c'est surtout parce qu'il n'a pas tellement confiance dans son effectif, il n'a pas tellement confiance en sa défense, il n'a pas tellement confiance en ses milieux, donc il se dit, si je mets une équipe trop offensive, on va se prendre des vagues. Regardez la première action contre Monaco, bon qu'est-ce qu'on fait? Un milieu qui est inefficace dans son travail, Diomandé qui sort trop loin, boum, penalty au bout de 11 secondes. Donc je veux dire, je peux comprendre que Laurent Blanc il soit un peu frileux, tout simplement parce qu'il n'a pas confiance dans son effectif. Et je pense que la saison prochaine,
avec un milieu renforcé, avec une défense beaucoup plus sérieuse, on verra un tout autre Olympique Lyonnais. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Voilà, donc les éléments essentiellement qui plaident contre Laurent Blanc, ce n'est pas son bilan, hein, qui sur le plan comptable est plutôt bon. Ce qui plaide contre lui, c'est d'avoir raté quelques grands rendez-vous, notamment la demi-finale contre Nantes, d'avoir raté aussi le match à Clermont, même si on se rend compte aujourd'hui avec le classement que finalement ça changeait pas grand-chose. Moi de toute façon, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait finir 5e. Enfin, c'est pas que je n'ai jamais pensé, c'est que si on étudiait les calendriers, on voyait qu'on était sans doute le plus mal placé pour finir 5e. Donc c'est avoir raté quelques grands rendez-vous et une communication à l'égard des supporters qui parfois a pu agacer. Alors ça, ces critiques-là, je veux bien tout à fait les admettre, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui disent on joue un football dépassé, Laurent Blanc, c'est un coach dépassé, tout ça, pour moi, ça c'est faux. C'est faux. On voit qu'il y a des intentions dans les circuits de passe. Après, il reste la qualité des joueurs. Il reste aussi le choix des joueurs, me dira-t-on. Mais il reste la qualité des joueurs. Et ça, je trouve qu'avec l'effectif qu'il a, il a fait pas si mal que ça. Donc pour conclure, vous l'avez compris, moi j'estime que dès lors que Laurent Blanc veut rester, que le mercato va dans le sens de ce qu'il veut, je pense qu'il est normal, il est même loyal de donner une deuxième saison à Laurent Blanc. Je trouve que la deuxième partie de saison avec une équipe en difficulté, mal construite, a été plutôt bonne. Donc je pense qu'on peut s'inscrire dans cette continuité si on renforce notre milieu de terrain et notre défense. Je pense que sur le plan offensif, on est armé, même si je pense qu'il nous faudrait un ailier supplémentaire. Donc voilà, moi ma conclusion, c'est Laurent Blanc stop ou encore, tout simplement parce que je veux le juger avec un effectif dans lequel il aura énormément participé, que ce soit dans la construction et dans le recrutement spécifique des joueurs. J'avais fait un sondage, donc ce sondage remonte un petit peu, hein, c'était il y a 2 semaines, donc avant la défaite contre Clermont, et donc je vous avais demandé, la saison n'est pas finie, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur le futur de Laurent Blanc Olympique Lyonnais. Donc vous étiez 85% à ce moment-là à souhaiter à ce que Laurent Blanc reste, donc seulement 15%, donc vous voyez qu'il y a une majorité assez importante. Mais ça, bon, ce sont mes suiveurs, hein, les gens qui détestent Laurent Blanc, je pense qu'ils ne suivent pas beaucoup ma chaîne. Donc moi, bon, j'ai souvent essayé plutôt de le défendre en replaçant, on va dire, son bilan par rapport au contexte. Par ailleurs, je vous remercie énormément de votre participation au sondage. Là, il y avait plus de 300 votes, mais sur les sondages récents, on est à plus de 350 votes, hein, donc vraiment ça fait vivre la chaîne, c'est vraiment super. Vous voyez sur Tagliafico, on est presque à 400 votes, donc c'est très très sympa. Donc n'hésitez pas à participer au sondage dans l'onglet communauté, ou là aussi où je publie énormément d'informations. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour qu'on arrive à 900 et bientôt, je l'espère, 1000. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.